Bienvenue dans le débat de France 24. Ne l'appelez pas plan banlieue en présentant aujourd'hui une série de mesures destinées aux quartiers en difficulté ici en France. Emmanuel Macron a voulu marquer une rupture, y compris dans la démarche, quitte à doucher un peu les espoirs de tous ceux qui attendaient une suite au récent rapport Borloo. Écoutez le président de la République. Je ne vais pas vous faire un plan parce que, quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets. Ils ont envie de faire. Ils ont une bonne partie des solutions. Elles ne sont parfois pas reconnues. Elles ont besoin qu'on les facilite, qu'on accélère. Elles ont besoin qu'on leur donne un statut. Elles ont besoin qu'on les porte, qu'on leur donne du sens. Elles ont besoin qu'on les aide à réussir. C'est ça la République. Alors, est-ce qu'on va aider justement les quartiers à réussir ou est-ce simplement un enterrement du rapport Borloo? Pour en parler à mes côtés, Nadia Hay, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines et membre de la Commission des Finances. Face à vous, Driss Etazaoui, vice-président de l'agglomération Évreux-Porte de Normandie, membre du MoDem, vice-président de l'association des maires, villes et banlieues de France. Et vous avez participé à l'élaboration, à l'écriture du rapport de Jean-Louis Borloo. Est-ce que le compte y est aujourd'hui? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la République? Je pense qu'avant d'exprimer un sentiment sur la prise de parole du président de la République, il est convenable et opportun de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent le contexte et la dynamique dans laquelle le président de la République s'inscrit. Je rappelle que l'année dernière, nous avons connu, nous élus locaux et responsables associatifs, un été meurtrier avec la baisse significative des crédits dédiés à la politique de la ville et donc aux quartiers prioritaires. Et à cela s'est ajoutée une diminution significative de ce qu'on appelle communément des contrats aidés, mais qui sont en réalité des contrats d'utilité sociale. Et donc à partir de là, les élus locaux et les responsables associatifs, acteurs de terrain, tirent la sonnette d'alarme. Nous pensons que le président de la République a compris et prend la mesure effectivement des difficultés sur ces territoires. C'est le discours de Tourcoing, avec des mots forts, une parole forte, et il nous donne rendez-vous après avoir missionné Jean-Louis Borloo sur la construction d'un projet, d'un plan, puisqu'il a lui-même nommé un plan. Il s'agit du plan de mobilisation nationale en faveur des habitants de domicile. Aujourd'hui, il dit on ne va pas faire un énième plan. Il dit aujourd'hui ce que hier il contredisait, puisqu'il demandait un plan, et c'était l'ambition qu'il avait confiée à Jean-Louis Borloo. Mais bon, je veux dire, là, sémantique, c'est pas grave. Les questions de vocabulaire, c'est pas... Jean-Louis Borloo, aujourd'hui, plus tôt dans la journée, réclamait un plan massif de création d'emplois et de reconquête républicaine en appelant à changer radicalement la donne. En gros, est-ce qu'il a été écouté ce soir? Pour ce qui nous concerne, on a un goût d'inachevé. On a senti un président de la République dans la parole et sur la forme engagé, déterminé, volontaire, c'est le sentiment qu'il nous a donné. Et puis sur le fond, force est de constater que le compte n'y est pas. Et qu'on a un peu d'amertume parce que c'est 6 mois, 7 mois de mobilisation générale, des mobilisations à tous les niveaux, à toutes les échelles, avec les préfets sur le territoire, avec les missions, vous parlez des commissions constituée par Jacques Mézard et Julien de Normandie, et puis la mission confiée à Jean-Louis Borloo. Donc il y avait 3 échelles de mission, ce sont des centaines de cerveaux qui ont phosphoré pour nourrir la réflexion de Jean-Louis Borloo, et au bout du bout, on arrive à un certain nombre de mesures, certaines sont intéressantes, d'autres restent encore à éclaircir, à étayer, mais nous avons le sentiment que ce qu'on nous donne à voir n'est pas à la hauteur des ambitions et des enjeux sur le territoire. Nadia, il n'y a pas de chiffrage. On dirait qu'il y a une volonté en fait délibérée, surtout d'éviter tout effet d'annonce, tout ce qui pourra apparaître comme spectaculaire. On est absolument dans la sobriété, dans la continuité de l'action gouvernementale depuis un an. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de désespérer un peu les acteurs qui, eux, sont au plus près du terrain, évidemment les maires, les membres d'associations? Je ne le crois pas et je pense que ce n'est pas le but que de désespérer. De décevoir en tout cas. On assiste là, si vous voulez, à effectivement une succession de politiques du passé. Et aujourd'hui, nous avons un constat qui est très clair. Et là où on est peut-être en désaccord sur ce que vous venez de dire, c'est que la mission de Jean-Louis Borloo n'était pas d'éditer un rapport avec des mesures très concrètes et qui donnerait un fil conducteur. Il est allé au-delà de son mandat, Jean-Louis Borloo. Je ne pense pas qu'il est allé au-delà de son mandat parce qu'on connaît Jean-Louis Borloo, on connaît son engagement et sa volonté d'œuvrer pour les quartiers. Et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Vous savez, quand on a quelque chose en nous, eh bien, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait vivre le quotidien. Donc,
il a eu cette volonté très claire de faire un constat, un état des lieux et effectivement donner quelques propositions, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, on assiste aujourd'hui, et ce qu'on a assisté ce matin, à bien plus qu'un énième plan de banlieue. On assiste à un engagement très clair du président de la République. Il l'a dit et il l'a redit, et il souhaite mobiliser l'ensemble des acteurs, et il appelle à un engagement de tous. Et quand je dis un engagement de tous, ça va des politiques, aujourd'hui, qui prennent des décisions, jusqu'aux citoyens qui vivent dans ces banlieues et qui demandent effectivement des mesures très concrètes et que leur quotidien change. Oui. Juste sur un point précis, par exemple l'emploi, parce qu'on sait qu'évidemment c'est sans doute l'un des points essentiels. Les habitants de ces quartiers profiteront-ils comme les autres d'une reprise éventuelle du marché du travail, ou bien est-ce qu'il faut une politique spécifiquement adaptée à eux pour leur offrir des opportunités qui sinon ne se présenteront pas? Je vais d'abord répondre à Nadia et dire que quand le président de la République confie une mission à Jean-Louis Borloo ne fait pas dans la demi-mesure. Et de penser que Jean-Louis Borloo puisse remettre ou serait susceptible de remettre un rapport qui ne soit pas à la hauteur ou à la mesure des enjeux et des ambitions sur nos territoires respectifs, c'est mal connaître l'individu. Je pense que si effectivement on lui a fait confiance parce qu'il a la légitimité, l'antériorité, l'expertise, il a été ministre de la ville, c'est qu'on s'attend effectivement à ce qu'il nous rende quelque chose de conséquent. Sur la question de l'emploi, sur le chiffrage, Jean-Louis Borloo, effectivement, on a eu des estimations. Vous savez que sur nos communes et au-delà des chiffres, c'est 30% de besoins en plus pour 30% de moyens en moins sur nos territoires prioritaires. Donc effectivement, les besoins sont criants. Alors, dans la parole présidentielle, il y a l'amour et il y a l'épreuve d'amour. Concernant l'amour, je vous dis, il a eu sur la forme des mots forts, des mots importants. Bon, même si on était quand même loin du discours de Tourcoing, avec la question de l'égalité républicaine, de la réussite, etc., ces vocables-là, effectivement, ont manqué au discours. Mais je retiens quand même... Il a eu d'autres mots en même temps. Oui, non, mais je retiens également qu'il y a une prise de parole forte. Mais... la forme, c'est bien. L'épreuve d'amour, c'est mieux. Et sur la question du fond, on va en discuter. Mais on manque de lisibilité. On ne sait pas très bien où on va. Tout ça est flou. Et comme dirait Martine Aubry, ou sa tante, quand c'est flou... c'est qu'il y a un loup. Comment est-ce qu'on... C'est flou, moi je modérerais un petit peu plus les propos, puisqu'il y a quand même des grandes lignes directrices en matière de sécurité. En matière d'emploi, effectivement, on en a aussi parlé. Et la question n'a pas du tout été Justement, évitée. comment on fait pour redonner du travail dans des zones où il y a jusqu'à 30-40% de chômage? Le chef de l'État annonce qu'il réunira en juillet les 120 plus grosses entreprises, le SBF 120 comme on l'appelle, de France, pour signer une série de charges concrètes en faveur des 1500 quartiers labellisés politiques de la ville. C'est un vœu pieux, ça concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un ensemble de mesures qui fera qu'effectivement on apportera de l'emploi dans ces quartiers. S'adresser aux 120 plus grosses entreprises, effectivement, ça en fait partie. Mais on leur demande de bien vouloir ou est-ce qu'on les contraint d'une manière ou d'une autre? Alors, on va effectivement les inciter à le faire. Et nous les incitons, nous, en tout cas, politiques élus sur ces territoires, nous incitons les entreprises à aller embaucher les jeunes de ces quartiers. Mais il faut comprendre aussi pourquoi ces jeunes ne trouvent pas d'emploi. Quelle forme les incitations? Eh bien, alors... baisse de charges? Les emplois francs, c'est effectivement une des grandes mesures phares qui a été annoncée, mais il faut en parler parce que c'est bien beau d'annoncer des mesures, mais si on ne les concrétise pas, elles restent à l'état d'annonce et donc elles ne produisent pas d'effet. En tout cas, elles ont été annoncées et le territoire expérimental a été déterminé et les premiers contrats francs ont été signés. Elles vont être soumises à des tests anti-discrimination. C'est la principale barrière pour vous aujourd'hui à l'emploi? Il y aura le name and shame, exactement. Alors, les luttes contre les discriminations, vous savez, ça fait des années qu'on en parle. Alors, moi, ça fait des années qu'on en parle. J'en ai été victime, donc c'est pour vous dire. J'en ai été victime il y a 15-20 ans, donc c'est pour vous dire que le problème ne date pas d'aujourd'hui, il date d'il y a 15-20 ans. On en est victime quand on est femme élue, qui vit dans ces quartiers. Aujourd'hui, vous êtes députée, c'est le signe que la situation s'améliore? Non, pas forcément. Moi, j'espérerais que c'est un signe que la situation s'améliore. Ça ne l'est pas. Depuis plusieurs années, les inégalités n'ont fait que se creuser dans ces quartiers, il faut le dire. Et effectivement, c'est dû à c'est le résultat des politiques du passé. Pardonnez-moi juste d'insister sur ce point et de terminer, mais effectivement, maintenant, on ne peut pas aujourd'hui tenir un discours extrêmement violent, agressif vis-à-vis de ce gouvernement, vis-à-vis du président de la République, qui essaye justement de rattraper un retard cumulé depuis des décennies. Comment est-ce qu'on... Parce que ça fait des années qu'on parle du CV anonyme, d'arriver à lutter contre les discriminations. Mais le name and shame, il a produit des effets, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le teste. On l'a testé pour les entreprises mauvais payeurs. Name and shame, ça veut dire qu'on fait de la publicité sur les entreprises qui refusent ou qui pratiquent la discrimination. Exactement, voilà. comme on fera également pour celles qui ne font pas le rééquilibrage des salaires entre les femmes et les hommes. Driss Etazaoui. Je ne crois pas qu'il y ait des propos violents, virulents,
à l'égard ou à l'endroit pas du les gouvernement. vôtres. Non, pas les miens. Pas les vôtres. Même ni celles et ceux Oui, des oui. autres élus locaux que je peux connaître. Vous le savez, Stéphane Gatignon a préféré jeter l'éponge plutôt que de maire continuer. de Sevran, Maire de Sevran, plutôt que de continuer à se battre contre a démissionné les le mois moulins, contre les moulins de Bercy. Et ce que je voulais vous dire, c'est que 6 mois et 7 mois où est-ce que vous avez été amené à contribuer, à auditionner, à rencontrer, à échanger, à co-construire pour en arriver au résultat que nous connaissons et qui nous a été communiqué ce matin, alors on peut être satisfait, on peut se dire c'est formidable. Il manque des choses pour nous vous. allons Sur le volet enrayer les emploi, déséquilibres qu'est-ce de qui manque développement. Je n'en suis pas convaincu. Sur le volet emploi, moi je salue l'initiative des emplois francs. Je trouve que c'est une solution qui va dans le bon sens et qui vise par ailleurs à lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, une entreprise à compétences égales, elle fera le choix effectivement de recruter un jeune ou moins jeune, parce que les conditions et les barrières de l'âge ont été levées, un jeune ou moins jeune sur un territoire prioritaire, à partir du moment où elle pourra avoir 5 000 euros par personne et par an. Donc ça va dans le bon sens. Mais c'est seulement 150 000 emplois sur 3 ans qui sont prévus. Là où sur les contrats aidés, on était à 496 000 en 2016, Oui, mais on a les sur le nombre de moyens. contrats aidés. 2017, on tombe à 310 000. Et 2018, on tombe à moins de 200 000. On sait très bien qu'ils vont progressivement disparaître pour laisser place à ce qu'on appelle des parcours emploi-compétences qui seront beaucoup plus contraignants et dont le tissu associatif ne pourra pas s'emparer parce qu'il n'aura pas les moyens. Très rapidement, parce qu'il y a d'autres aspects. Alors justement, vous avez évoqué 2 choses. Les contrats aidés, on ne va pas revenir très longtemps sur le sujet, mais on connaît l'épisode de cet été et l'épisode budgétaire qu'on a connu et que le gouvernement a récupéré cet été, qui n'était absolument pas financé et pour lequel on a eu un rééquilibrage positif pour pouvoir justement permettre la concrétisation de certains contrats aidés. Mais ce n'est pas la solution, parce que si les contrats aidés étaient la solution, eh bien on n'aurait pas une augmentation du taux de chômage dans les banlieues. Sur l'éducation, pardonnez-moi, on s'en tient sur l'éducation. Non, mais On s'en tient sur l'éducation à ce qui était annoncé jusque-là, c'est-à-dire le doublement des effectifs de professeurs en repérait plus dans les classes maternelles. Il n'y a pas d'autres mesures finalement. Alors il y a d'autres mesures qui sont en cours. Rendre l'école maternelle obligatoire à partir de 3 ans. Il n'y a pas d'autres mesures ciblées, je veux dire. Il y a d'autres mesures qui sont en cours. Les devoirs faits également le sont, mais les dédoublements des classes de CP-CE1, pardonnez-moi, mais c'est pas une petite mesure. Enfin, il fallait déjà y penser et pouvoir le mettre en place. Donc c'est extrêmement important. C'est une mesure phare et pour avoir été à la rencontre des acteurs justement qui pratiquent, eh bien c'est une mesure qui est en faveur de l'égalité des chances déjà dès le plus jeune âge. Ça c'est important. Je partage votre point de vue, Madame la députée. Je trouve aussi que c'est une bonne mesure. Néanmoins, sur celles et ceux qui doivent la mettre en œuvre, vers qui allons-nous tourner? Vers les villes, vers les collectivités. Il y a celles qui ont le moins. Parce que les dédoublements des CP, CE1, on demande aux villes, finalement, d'aménager et de consentir les investissements nécessaires pour accueillir. Ah non, jusqu'à maintenant, ce sont les villes. Et demain, pour les CE1, ce seront encore les villes qui vont devoir aménager les locaux de manière à accueillir les dédoublements de classe. Il n'y a pas un grand plan d'urbanisme? C'est-à-dire qu'on attendait effectivement en matière de rénovation urbaine, disons, l'annonce d'un grand plan. Or, là, effectivement, il n'y a pas d'annonce particulière. L'exécutif a promis de doubler le financement de l'ANRU, de le porter à 10 milliards d'euros, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. On s'en tient à cette mesure-là? On va pouvoir changer le visage des quartiers avec ces 10 milliards? Alors, le premier plan ANRU était de 12 milliards. Aujourd'hui, effectivement, il est de 10 milliards. En plus, je suis rapporteur pour la mission d'évaluation et de contrôle à l'Assemblée nationale pour l'ANRU, la rénovation urbaine. Nous rendrons notre rapport avec Rémi Delatte, qui est co-rapporteur, donc député républicain des Côtes-d'Or, fin juin sur le rapport sur l'ANRU. Mais on peut, déjà, le constat que l'on voit dans nos différentes visites et les auditions que nous avons faites, la rénovation urbaine n'est pas tout. C'est-à-dire que là, nous déplaçons parfois des populations, nous déplaçons les problèmes qui vont avec. Donc, si on ne s'attarde pas à régler les cœurs des différents problèmes, eh bien, on n'y arrivera pas. Effectivement, il y a une satisfaction de la population d'avoir des jolis murs, d'être dans un bel environnement, mais ça ne suffit pas. Ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Je suis reconnaissant au président de la République de nous avoir fait un aveu ce matin, et un aveu important, un aveu que nous connaissions un peu, mais il l'a rendu public, cet aveu. C'est de dire, nous avons freiné les projets de rénovation urbaine parce que nous n'avions pas les moyens. Et donc effectivement, il a fallu décaler dans le temps l'ensemble des projets parce que nous n'avions pas les moyens de dépenser. Et donc c'est tout ce temps-là que décrit Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire ces grues finalement qui ont déserté les quartiers prioritaires. Mais vous avez raison, le bâti c'est une chose, il faut travailler sur la question du peuplement, et le peuplement est éminemment important. Et là, je suis reconnaissant une fois de plus au président de la République d'avoir évoqué le sujet, là où Jean-Louis Borloo n'en avait pas fait mention dans son plan. C'est-à-dire que sur le peuplement, mais c'est vraiment un sujet important le peuplement, au même titre que l'emploi avec l'éducation si vous le permettez, la question du peuplement c'est quoi? C'est de dire
dire, on ne peut pas continuer à concentrer les pauvres avec les pauvres, de mettre de la fragilité là où il y a déjà de la difficulté. Et donc, il faut concevoir la production de logements sociaux, non plus à l'échelle d'un quartier, non pas à l'échelle d'une ville, mais bien à l'échelle d'une intercommunalité. Chacun doit prendre sa part. On propose un certain nombre de mesures à destination des banlieues. Est-ce que vous ne craignez pas que les habitants de ce qu'on appelle le périurbain et qui n'ont pas voté à Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle se sentent laissés pour compte dans ces différents plans? C'est justement le discours du président, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan banlieue uniquement pour la banlieue. C'est un plan de cohésion nationale du territoire, du pays. Et effectivement, vous l'avez évoqué, donc ça s'adresse à l'intercommunalité, ça s'adresse à un territoire entier pour trouver effectivement une cohésion et apporter des réponses plus globales pour répondre à ces difficultés qui ont tendance justement à dépasser cette limite que certains ont créée volontairement, et donc aucun laissé pour compte. Madame la députée, si je peux me permettre, avec tout mon respect, tout ça ce sont des mots, mais ce sont des mots qui permettent de faire des phrases. Je veux dire, le constat, on l'a partagé, on le sait, mais une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on est d'accord sur les réalités auxquelles sont confrontés nos territoires, on fait quoi? Aujourd'hui, l'ensemble des mesures qui sont proposées par Emmanuel Macron, moi j'en retiens 2, éventuellement 3, qui me semblent être pertinentes et dans le bon sens. Tout le reste, ce sont des incantations et des déclarations de bonnes intentions dont il faudra, les uns et les autres, attendre, il nous l'a dit, ou le mois de juillet ou le mois de septembre, pour en connaître et les modalités et les moyens. Mais sur les opérations qui vont dans le bon sens, juste, je termine là, Madame la députée, si vous le voulez bien, parce que c'est important. Et ce sera le mot de la fin. La Cour d'équité territoriale. La Cour d'équité territoriale, je n'en citerai qu'une. Elle est éminemment intéressante parce qu'elle permet à des habitants, elle figurait dans le rapport Borloo, à des habitants ou des élus locaux de saisir cette cour dès lors finalement, parce qu'on parle d'équité. L'équité, c'est donner plus à ceux qui ont moins. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. De remettre un juge, c'est compliqué. Effectivement, la Cour d'équité territoriale, elle a été retenue. Elle est intéressante. L'idée a été retenue, effectivement, mais le modèle et le contenu doit être retravaillé. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Nadia Edriss et Tazaoui. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.